J'avais la main sur la poignée de la porte quand j'ai compris que toute ma vie pouvait basculer de l'autre côté. 11 ans. 11 longues années sans un coup de fil, sans une lettre, sans même un joyeux anniversaire griffonné à la hâte sur une carte postale bon marché. Et maintenant, en cette fin d'après-midi d'octobre à Honfleur, alors que le vent froid de la Manche s'engouffrait dans les ruelles pavées et que les bateaux se balançaient doucement dans le vieux port, quelqu'un sonnait à ma porte comme s'il en avait le droit. Comme si ces 11 années d'absence pouvaient s'effacer d'un simple coup de sonnette. J'ai ouvert lentement, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Maxence se tenait là, 2 valises usées à ses pieds, une barbe mal taillée qui cachait le visage que j'avais autrefois connu par cœur. Derrière lui, légèrement en retrait mais bien présente, Elora Vaucher, cette même femme qui m'avait un jour traité de vieille provinciale sans ambition lors d'un dîner de Noël que je n'avais jamais oublié, ajustait ses lunettes de soleil avec cette arrogance qui ne l'avait jamais quittée, même dans les moments les plus inappropriés. Il n'y a pas eu d'embrassade, pas de larmes de retrouvailles, pas même un « bonjour maman » murmuré avec gêne. Maxence a simplement poussé ses valises à l'intérieur de mon appartement, franchissant le seuil comme on entre dans un hôtel, et il a déclaré, sur un ton qui ne laissait place à aucune discussion, « Je suis venu m'installer ici. Après tout, je suis ton fils, j'ai des droits. » Des droits. Le mot résonnait dans ma tête comme une gifle. J'ai senti mon estomac se nouer. Cette sensation familière de l'injustice qui vous serre la gorge et vous empêche de respirer correctement. Mais j'ai gardé mon visage impassible, comme ma mère me l'avait appris il y a longtemps. Ne jamais montrer sa faiblesse. Ne jamais laisser voir sa douleur. J'ai préparé du thé dans la cuisine, ce rituel que ma mère pratiquait lorsqu'elle recevait des visites indésirables. Ces personnes qu'on ne peut pas refouler, mais qu'on ne souhaite pas vraiment accueillir. Je les ai observés s'installer dans mon salon. Maxence s'est affalé sur le canapé que j'avais hérité de ma grand-mère, tandis qu'Elora examinait chaque recoin de mon appartement avec des yeux calculateurs, évaluant mentalement la valeur des tableaux au mur, la qualité du mobilier ancien, la vue imprenable sur le port. Elle ne regardait pas mon chez-moi avec admiration ou curiosité. Elle l'évaluait comme un expert comptable évalue des actifs. Je voyais presque les chiffres défiler dans sa tête. Il n'était pas venu par nostalgie. Il n'était pas venu parce que Maxence avait soudainement réalisé qu'il avait une mère qui vieillissait seule. Non. Ils étaient venus parce qu'ils avaient découvert quelque chose. Ils avaient découvert que la vieille femme que Maxence avait abandonnée en 2014, celle qu'il considérait comme une ratée sans avenir, était maintenant millionnaire. Pendant toutes ces années où j'avais vécu seul dans cet appartement lumineux avec vue sur les bateaux qui entraient et sortaient du port, j'avais construit quelque chose en silence. Après le départ de Maxence, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des mois entiers, après avoir compris qu'il ne reviendrait pas, j'avais pris une décision. J'avais vendu le restaurant familial, celui que mon père avait ouvert en 1972 avec ses économies de toute une vie, celui où j'avais travaillé depuis mes 16 ans, celui où j'avais rencontré mon défunt mari. La vente avait été douloureuse, comme amputer une partie de soi-même. Mais c'était nécessaire. J'avais investi chaque centime dans le tourisme normand. La région attirait de plus en plus de visiteurs étrangers, et j'avais eu le flair de voir ce potentiel avant beaucoup d'autres. Petit à petit, mes investissements avaient prospéré. Pendant que Maxence dilapidait son argent dans les restaurants chics de Paris, dans les vêtements de marque et les voyages luxueux avec Elora, moi je construisais un empire silencieux. Personne ne savait. Ni les voisins qui me saluaient poliment dans la rue, ni les membres du club de bridge où je jouais le jeudi après-midi, ni même mes rares amis. Je gardais mon succès comme on garde un secret de guerre, précieusement caché dans le silence. Mais quelqu'un avait parlé. Peut-être Aimé Kerboul, mon notaire, lors d'un dîner un peu trop arrosé, peut-être un cousin éloigné qui avait entendu des rumeurs, ou peut-être simplement le hasard cruel qui fait que les secrets finissent toujours par éclater au grand jour. Et maintenant, ils étaient là, assis dans mon salon comme des conquérants fatigués, buvant mon thé Earl Grey dans mes tasses en porcelaine de Limoges, planifiant déjà comment ils allaient s'approprier ce que j'avais mis des années à construire seul. Si vous m'écoutez en ce moment, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous redoutez de le vivre un jour,
laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous nous suivez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour moi, vraiment. Maxence a commencé à parler de ses projets, de comment la famille devait se réunir, de comment il avait toujours pensé à moi, même de loin. Des mensonges emballés dans du papier cadeau bon marché, avec un ruban qui se défaisait déjà. Chaque mot sonnait faux, comme une note de piano désaccordée. Elora souriait, et dans ce sourire je lisais toute la certitude arrogante de quelqu'un qui a déjà tout planifié. Combien de temps ils resteraient, quelle chambre ils occuperaient, comment ils me persuaderaient progressivement de partager mon compte en banque avec eux. Mais pendant qu'il parlait, pendant que ses lèvres formaient ces mots doucereux et manipulateurs, moi je me souvenais. Je me souvenais de ce jour de janvier 2014 où je l'avais appelé pour lui demander de l'aide pour payer la réparation du toit qui fuyait. Il avait ri au téléphone, ri. Puis il avait dit « Maman, je n'ai pas de temps à perdre avec les problèmes d'une vieille. Débrouille-toi. » Ces mots étaient gravés dans ma mémoire comme au fer rouge. Je me souvenais de tous ces anniversaires passés seuls, à fixer le téléphone posé sur la table basse, espérant qu'il sonnerait, sachant qu'il ne sonnerait pas. Je me souvenais de chaque Noël silencieux, quand je mettais la table pour 2 personnes par habitude, avant de réaliser que je mangerais seule, encore une fois. Je me souvenais de toutes ces lettres que j'avais écrites avec soin, de ces cartes d'anniversaire envoyées chaque année sans exception, et qui étaient toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ou simplement « refusé ». Elora s'est levée de son fauteuil et s'est dirigée vers la grande fenêtre qui donnait sur le port. Les mouettes criaient au-dessus de l'eau grise. Elle a regardé la vue pendant un long moment, puis s'est retournée vers Maxence avec un sourire satisfait. « C'est petit, mais on peut s'arranger », a-t-elle dit avec ce ton de propriétaire qui inspecte un bien qu'elle s'apprête à acheter. On pourrait transformer cette chambre d'amis en dressing et peut-être repeindre le salon dans des tons plus modernes. Maxence a acquiescé avec enthousiasme, ajoutant que l'appartement avait vraiment du potentiel. Du potentiel. Comme si ma maison, le refuge que j'avais soigneusement aménagé après des années de solitude, n'était qu'un projet de rénovation, un espace vide à remodeler selon leurs goûts et leurs besoins. Comme si les souvenirs accrochés au mur, les objets hérités de ma famille, le choix minutieux de chaque meuble ne signifiaient rien. J'ai terminé mon thé lentement, savourant chaque gorgée amère. J'ai reposé ma tasse en porcelaine sur la soucoupe avec un soin délibéré, produisant un léger tintement dans le silence pesant du salon. Puis, j'ai levé les yeux vers eux deux. Maxence attendait ma réponse, ses mains tripotant nerveusement l'accoudoir du canapé. Elora avait déjà retiré son manteau en cachemire et le pliait soigneusement sur le dossier d'une chaise, prête à s'installer pour de bon, certaine de ma capitulation. C'est à ce moment précis, dans ce silence lourd qui précède toujours les tempêtes, que j'ai pris ma décision. Une décision claire, nette, irrévocable. Je me suis levée avec cette dignité que ma mère m'avait toujours enseignée. J'ai attrapé mon sac à main en cuir vieilli et mes clés et j'ai annoncé calmement que je devais sortir pour régler quelque chose d'urgent. Maxence a froncé les sourcils, manifestement contrarié par ce contretemps dans ses plans. Sortir? Maintenant? Mais on vient d'arriver? Elora a murmuré quelque chose à propos de « finalement accepter la réalité des choses ». Je ne leur ai pas répondu. Je suis sortie de mon propre appartement sans un regard en arrière, descendant les escaliers en colimaçon, avec le cœur qui battait fort, mais la tête parfaitement claire. Chaque marche que je descendais renforçait ma certitude. Je n'avais pas survécu à 11 années d'abandon. Je n'avais pas reconstruit ma vie pierre par pierre pour la livrer maintenant à ceux qui m'avaient piétinée. J'ai marché dans les rues étroites de Honfleur, mes pas résonnant sur les pavés humides. L'air marin me fouettait le visage, mais je le respirais à plein poumon, comme si c'était de l'oxygène pur. Je me suis dirigée vers le cabinet d'Aimé Kerboul, mon notaire depuis plus de 20 ans, un homme droit et discret qui avait géré toutes mes affaires avec une loyauté sans faille. Il m'a reçue immédiatement, malgré l'heure tardive. Quand je suis entrée dans son bureau aux murs tapissés de bibliothèques en chêne, il a tout de suite compris à mon visage que quelque chose de grave se passait.
J'ai fermé la porte derrière moi avec soin, je me suis assise dans le fauteuil en cuir face à lui, et j'ai dit d'une voix ferme et posée « Aimé, je dois protéger tout ce que j'ai construit, immédiatement, aujourd'hui même. » Il a ôté ses lunettes, les a essuyées lentement avec son mouchoir, puis m'a regardé droit dans les yeux avec cette gravité professionnelle qui le caractérisait. « Racontez-moi tout, Odette. » Et je lui ai tout raconté. L'arrivée surprise de Maxence, la présence d'Elora, leurs intentions à peine voilées, leur certitude arrogante que mon argent leur revenait de droit. Aimé a écouté sans m'interrompre, prenant quelques notes sur son bloc-notes ligné. Quand j'ai terminé, il a hoché la tête gravement et a ouvert le tiroir central de son imposant bureau. « J'avais anticipé cette possibilité après votre dernière visite, » a-t-il dit en sortant plusieurs documents soigneusement classés. « J'ai préparé les papiers nécessaires. Vous avez plusieurs options pour sécuriser votre patrimoine. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner chaque document, chaque clause, chaque protection juridique possible. Aimé m'expliquait patiemment les implications de chaque décision, mais ma résolution ne faiblissait pas. Au contraire, elle se renforçait à mesure que je comprenais l'ampleur des mesures que je pouvais prendre pour me protéger. Quand je suis ressorti de son cabinet, le soleil commençait à décliner sur le port. Les lampadaires s'allumaient un à un le long des quais. J'avais dans mon sac les documents qui changeaient tout, les papiers qui garantissaient que personne, absolument personne, ne pourrait me dépouiller de ce que j'avais bâti avec mes propres mains. En rentrant chez moi, j'ai trouvé l'appartement transformé. Les valises de Maxence et Elora étaient défaites, leurs affaires soigneusement rangées dans la chambre d'amis que je réservais autrefois aux rares visites de ma cousine de Caen. Elora était dans ma cuisine, en train de réorganiser mes placards selon sa propre logique, déplaçant mes épices, mes conserves, comme si elle était déjà chez elle. Maxence fouillait dans le secrétaire ancien près de la fenêtre, manipulant mes vieux papiers, mes photos de famille, cherchant manifestement quelque chose de précis. Des preuves de ma fortune, sans doute, des relevés bancaires, des documents d'investissement. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la cheminée, celui où je lisais Le Monde chaque matin. J'ai croisé les mains sur mes genoux et je les ai observés en silence, comme on observe des acteurs sur une scène. Ils étaient tellement absorbés par leurs manœuvres qu'ils ne remarquaient même pas ma présence. Maxence continuait de feuilleter mes papiers avec cette avidité mal dissimulée. Elora fredonnait en réarrangeant ma vaisselle. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais céder, comme ces vieilles femmes résignées qu'on voit parfois aux actualités, dépouillées par leurs propres enfants, sans même avoir la force de protester. Ils avaient déjà tout calculé, tout planifié, tout divisé dans leur tête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant ces 2 heures passées chez le notaire, j'avais changé absolument tout, chaque détail, chaque règle du jeu. Et quand Maxence finirait par découvrir ce que j'avais fait, il serait déjà bien trop tard pour faire machine arrière. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, comme toujours. À 66 ans, mon corps refuse obstinément de dormir plus de 5 heures d'affilée. C'est devenu une habitude ancrée dans ma chair, depuis que mon mari est mort il y a 15 ans et que les nuits sont devenues ces longues étendues de silence où les souvenirs viennent me visiter sans permission. Je suis descendue à la cuisine sur la pointe des pieds, évitant la 3e marche qui grince toujours, et j'ai préparé mon café noir dans la vieille cafetière italienne que j'utilise depuis des décennies. Ce café amer et fort, celui que je bois depuis que j'ai compris que la vie ne m'épargnerait pas, celui qui me donne la force d'affronter chaque nouvelle journée. Maxence dormait encore dans la chambre d'amis, et Laura aussi. Ils avaient pris possession de ma maison comme des conquérants épuisés, après une longue bataille, s'installant dans mes espaces avec cette facilité déconcertante des gens qui n'ont aucun scrupule. J'entendais leur respiration régulière à travers les murs minces de l'appartement, et ce son me dérangeait profondément, comme une intrusion dans l'intimité que j'avais si soigneusement préservée pendant toutes ces années. J'ai bu mon café debout près de la fenêtre, regardant le port de Honfleur s'éveiller lentement dans la brume matinale. Les bateaux de pêche quittaient déjà le quai, glissant silencieusement vers la Manche avec leurs filets soigneusement pliés à l'arrière. Les pêcheurs connaissaient leur routine par cœur, chaque geste accompli avec la précision d'un rituel ancestral.
Je les enviais profondément, ces hommes libres qui pouvaient partir quand bon leur semblait, qui n'étaient prisonniers de personne ni de rien. Eux pouvaient larguer les amarres à volonté. Moi, j'étais devenue prisonnière dans ma propre maison, observant des étrangers qui portaient mon nom de famille s'approprier mon espace vital. Les mouettes tournoyaient au-dessus de l'eau grise, leurs cris perçants résonnant dans l'air frais du matin. J'aimais ces oiseaux. Ils étaient libres, sauvages, indépendants. Personne ne pouvait les domestiquer, ni les contraindre. C'était exactement ce que je voulais redevenir. Libre. Maxence est finalement apparu vers 10 heures, les cheveux en bataille, le visage marqué par le sommeil et peut-être aussi par quelques regrets qu'il n'osait pas formuler. Il portait un vieux t-shirt froissé et un pantalon de jogging délavé. Il a fouillé dans mes placards avec cette aisance désinvolte de quelqu'un qui se croit déjà chez lui, ouvrant les portes, examinant le contenu de mon réfrigérateur avec une moue désapprobatrice. « Tu n'as vraiment rien à manger ici ?» a-t-il lancé sans même me regarder, comme si j'étais une domestique négligente. « Pas de viennoiserie, pas de croissant frais, pas même de pain correct ?» J'ai répondu calmement, sans élever la voix, que je n'avais pas prévu de recevoir des invités à demeure, que mes provisions étaient calculées pour une seule personne, qu'il aurait peut-être dû prévenir de sa visite. Il a ri, mais c'était un rire creux, dénué de toute joie véritable. Un rire qui sonnait faux dans la cuisine silencieuse. « Des invités ? Maman, voyons. Je suis ton fils. Ce n'est pas la même chose du tout. Je suis chez moi ici. J'ai toujours été chez moi ici. » Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Chez moi ici. Après 11 années d'absence totale. Après m'avoir abandonné sans un regard en arrière. Après avoir coupé tous les ponts comme si je n'existais plus. Et maintenant, il prétendait que c'était chez lui. L'audace de cette déclaration me laissait sans voix. Elora est arrivée peu après, impeccablement maquillée malgré l'heure matinale, comme si elle se préparait pour un déjeuner mondain dans un restaurant chic des Champs-Élysées. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, ses ongles parfaitement vernis. Elle portait un ensemble de créateurs que je reconnaissais vaguement pour l'avoir vu dans les vitrines des boutiques de luxe du Marais. Elle a traversé mon salon avec cette démarche assurée des femmes habituées à être admirées, inspectant chaque meuble, chaque tableau, chaque objet, avec un regard calculateur et froid qui me mettait profondément mal à l'aise. Elle s'est arrêtée devant le buffet ancien qui avait appartenu à ma grand-mère, passant son doigt sur le bois ciré comme une experte évaluant une pièce de musée. « Il faudrait vraiment refaire toute la décoration », a-t-elle déclaré à Maxence sur un ton définitif, m'ignorant complètement comme si je n'étais qu'un meuble parmi d'autres. Ces meubles sentent la naphtaline et la poussière. C'est démodé, étouffant. On pourrait vendre tout ça et acheter quelque chose de moderne, d'élégant, quelque chose qui a de l'allure. J'ai serré les poings sous la table jusqu'à sentir mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Ces meubles qu'elle dénigrait avec tant de légèreté appartenaient à ma famille depuis 3 générations. Chaque fauteuil portait l'empreinte de mes ancêtres. Chaque lampe racontait une histoire. Ce buffet avait été acheté par mon grand-père en 1938, juste avant la guerre. La table de la salle à manger avait vu naître et grandir 3 générations d'enfants. Le guéridon près de la fenêtre avait appartenu à mon arrière-grand-mère qui l'avait reçu en cadeau de mariage. Mais pour Elora, tout cela n'était que du bois vieux et encombrant, des objets sans valeur qui prenaient de la place inutilement. Pour Maxence aussi, apparemment. Il n'a même pas protesté quand elle a suggéré de tout jeter, de tout remplacer par du mobilier contemporain acheté dans les grandes enseignes scandinaves. Il hochait simplement la tête, approuvant chacune de ses suggestions avec un empressement qui me faisait mal au cœur. L'après-midi est arrivé avec une lenteur insupportable. Le ciel s'était couvert de nuages gris qui annoncèrent la pluie. Maxence a commencé à poser des questions qu'il pensait subtiles et habiles, mais qui étaient d'une transparence pathétique pour quiconque savait observer. « Tu as combien exactement sur ton compte en banque, maman ? Je veux dire, approximativement. » Il essayait de prendre un ton désinvolte, comme si la question lui était venue par hasard, mais je voyais ses mains trembler légèrement. « Le restaurant familial s'est bien vendu, non ? Tu as dû en tirer un bon prix. Papa l'avait bien développé avant de mourir. » Il tournait autour du pot, cherchant une entrée, un angle d'approche. « Tu as investi dans quoi, exactement ? Parce que visiblement, tu as fait de bons choix. Tu vis bien. L'appartement est agréable. Tu as l'air
confortable. Je répondais par des phrases courtes et évasives, donnant le minimum d'informations sans jamais révéler les chiffres qu'il cherchait désespérément à connaître. Je le regardais se débattre dans son impatience croissante, transpirer sous l'effort de maintenir une façade de conversation innocente. Il cherchait un moyen de me faire parler, de me faire lâcher les informations qu'il convoitait, mais je restais hermétiquement fermée comme une huître. Et Laura, elle, était beaucoup moins subtile dans son approche. Elle a ouvertement déclaré, en sirotant le thé que je lui avais servi dans mes meilleures tasses en porcelaine, que, dans une famille normale et unie, on partage absolument tout. Que l'argent des parents appartient naturellement aux enfants, c'est la logique même de la transmission. Que c'était profondément égoïste et même cruel de ma part de garder tout pour moi alors que Maxence avait manifestement des besoins urgents. Elle avait cette façon particulière de parler, en détachant bien chaque mot, comme si elle s'adressait à une enfant un peu lente d'esprit qui avait besoin qu'on lui explique les évidences de la vie. Son ton condescendant me révoltait, mais je restais impassible, buvant mon thé en silence, laissant ces mots flotter dans l'air comme de la fumée toxique qui finit toujours par se dissiper. Ce soir-là, épuisé par cette tension permanente, j'ai appelé mon amie Geneviève. Nous nous connaissons depuis 40 ans, ayant fréquenté ensemble le lycée de Deauville. Elle habite toujours là-bas, dans une jolie maison avec vue sur la plage, mais nous nous parlons presque tous les jours au téléphone, partageant nos vies, nos joies, nos peines. Je lui ai raconté tout ce qui se passait, sans rien omettre. Les détails sordides, les phrases blessantes, les manipulations à peine voilées. Elle a poussé un long soupir douloureux à l'autre bout du fil. « Odette, ma chérie, tu sais très bien ce qu'il faut faire, » a-t-elle dit de sa voix douce mais ferme. « Tu l'as toujours su, au fond de toi. Depuis le moment où tu as ouvert cette porte et où tu les as vus sur le palier. Tu savais déjà. » Et elle avait raison, bien sûr, je savais. Depuis l'instant où j'avais posé les yeux sur Maxence et ses valises, je savais exactement ce que je devais faire. Les jours suivants ont été une escalade progressive dans la manipulation et la pression psychologique. Maxence et Elora ont intensifié leur campagne de persuasion avec une détermination qui frisait l'acharnement. Ils parlaient constamment de projets communs, d'investissements familiaux intelligents, d'une nouvelle vie à trois où chacun apporterait sa contribution. Leur conversation tournait en boucle autour de ces thèmes, comme un disque rayé qui répète inlassablement la même phrase. Elora est même allée jusqu'à suggérer, un soir après le dîner, que nous devrions envisager de vendre mon appartement pour acheter quelque chose de beaucoup plus grand, plus moderne, mieux adapté à notre situation familiale. Elle avait déjà visité plusieurs biens sur Internet, me montrant des photos sur son téléphone portable avec un enthousiasme qui me glaçait le sang. « Regarde celui-ci, Odette. 4 chambres, 2 salles de bain, un garage. On pourrait tous vivre confortablement. Chacun son espace. Ce serait parfait. » Maxence approuvait avec véhémence, les yeux brillants d'une avidité qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Il parlait déjà de nos futurs projets, notre nouvelle maison, notre vie commune, comme si tout était déjà décidé, comme si mon accord n'était qu'une formalité administrative sans importance. Un matin, alors que je revenais du marché avec mon panier rempli de légumes frais, j'ai trouvé Elora dans mon bureau personnel, celui où je garde mes documents importants, mes souvenirs précieux. Elle fouillait méthodiquement dans mes papiers, ouvrant mes tiroirs, examinant mes dossiers avec une audace stupéfiante. Quand elle m'a vu dans l'encadrement de la porte, elle a légèrement sursauté, mais n'a montré aucune honte, aucun embarras. Je cherchais juste un stylo. A-t-elle menti effrontément, me regardant droit dans les yeux sans ciller? Ses joues n'ont même pas rougi. Je lui ai tendu un stylo que je gardais dans la poche de ma veste, plantant mon regard dans le sien avec une intensité que je voulais intimidante. Elle a détourné les yeux la première, une petite victoire dans cette guerre silencieuse que nous nous livrions. C'était une toute petite victoire, insignifiante peut-être, mais une victoire quand même. Et dans ces moments-là, on s'accroche à ce qu'on peut. Maxence, lui, devenait progressivement de plus en plus nerveux et agité au fil des jours. Il avait manifestement des dettes importantes. Je l'entendais parler au téléphone à toute heure du jour et de la nuit, toujours à voix basse, se cachant sur le balcon ou s'enfermant dans la salle de bain. Il promettait de l'argent à des gens dont je ne connaissais pas les noms,
des gens qui semblaient avoir perdu patience depuis longtemps. Ces conversations étaient ponctuées de « bientôt »,« très bientôt »,« je te le jure »,« fais-moi confiance encore un peu ». Un soir particulièrement tendu, il a reçu un appel qui l'a fait visiblement pâlir. J'ai vu toute couleur quitter son visage en l'espace de quelques secondes. Il est sorti précipitamment sur le balcon, fermant la porte vitrée derrière lui, mais je pouvais voir son dos tendu, ses épaules voûtées, sa main libre qui s'agitait nerveusement dans l'air froid de la nuit. Quand il est revenu à l'intérieur 10 minutes plus tard, ses mains tremblaient de façon incontrôlable et une fine pellicule de sueur couvrait son front malgré la fraîcheur de l'air. « Maman !» a-t-il dit en s'asseyant lourdement en face de moi, et pour la première fois depuis son arrivée impromptue, sa voix était réellement suppliante, dépouillée de toute arrogance. « J'ai vraiment, vraiment besoin d'aide. Ce n'est pas un jeu, c'est urgent, vraiment urgent. » J'ai attendu qu'il continue, sans l'encourager ni le décourager, simplement neutre et attentive. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, le visage entre ses mains tremblantes. J'ai fait des erreurs, des très grosses erreurs financières. Et maintenant, il y a des gens qui ne sont pas patients. Des gens qui attendent leur argent et qui ne vont pas attendre éternellement. Tu comprends ce que je veux dire ? Elora est intervenue immédiatement avec cette rapidité qui trahissait une stratégie préparée à l'avance. Ce n'est vraiment pas si grave que ça, Odette. C'est gérable. On peut régler tout ça très facilement si tu veux bien nous aider. Tu as largement les moyens financiers. Une petite avance sur l'héritage futur. C'est tout ce qu'on te demande. Rien d'extraordinaire. Juste un geste de solidarité familiale. Elle utilisait mon prénom pour la première fois depuis son arrivée, essayant de créer artificiellement une fausse intimité, une complicité qui n'avait jamais existé entre nous. Sa voix était doucereuse, presque maternelle, comme si elle me consolait d'un chagrin. L'héritage. Voilà. Le mot était enfin lâché clairement, sans détour. Il ne venait pas pour renouer avec moi. Il ne venait pas par affection retrouvée ou par remords. Il venait exclusivement pour ce qu'ils pensaient que je leur devais, pour cet argent qu'ils considéraient déjà comme le leur. Maxence a levé lentement les yeux vers moi, et pendant un bref instant, j'ai cru apercevoir dans ce regard fatigué le petit garçon qu'il était autrefois. Ce petit garçon, aux genoux écorchés, qui venait chercher du réconfort dans mes bras après une chute à vélo. Ce petit garçon qui m'apportait des bouquets de pissenlits cueillis dans le jardin. Mais ce petit garçon innocent était mort depuis très longtemps, emporté par l'avidité et les mauvais choix. À sa place, il ne restait qu'un homme de 42 ans qui avait choisi la facilité, l'argent rapide, les mauvaises fréquentations et les mauvais chemins. Un homme qui revenait maintenant mendier auprès de celle qu'il avait rejetée avec mépris. J'ai pris une très longue inspiration, sentant mes poumons se remplir complètement, puis j'ai prononcé clairement « non ». Un seul mot, simple, court, définitif, irrévocable. Maxence a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il n'avait pas correctement entendu, comme si ses oreilles lui jouaient un tour. Elora s'est figée, sa tasse de thé suspendue à mi-chemin entre la table et ses lèvres. « Non », ai-je répété, avec plus de force encore, articulant chaque lettre. « Je ne vous donnerai rien. Pas un centime, pas maintenant, pas plus tard. » Le silence qui a suivi était absolument assourdissant. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le parquet. Même les mouettes dehors semblaient en s'être tues. Maxence s'est levé si brusquement qu'il a failli renverser sa chaise, qui a basculé dangereusement avant de retrouver son équilibre. « Comment ça, non ?» Sa voix montait dangereusement, se brisant sur certaines syllabes. « Je suis ton fils, ton unique fils. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça, pas maintenant, pas quand j'ai vraiment besoin de toi. » Il criait presque, son visage devenant rouge, une veine battant visiblement sur sa tempe. « J'ai de vrais problèmes, maman. Des problèmes sérieux. Et toi, tu es là, assise tranquillement sur ton tas d'or, à me regarder couler sans tendre la main. Quelle sorte de mère fait ça ?» Elora a posé une main apaisante sur son épaule, essayant de le calmer, de le ramener à la raison. Mais il s'est dégagé violemment, repoussant son bras avec force. « 11 ans, Maxence », ai-je dit d'une voix très calme qui contrastait avec ses cris. 11 longues années sans aucune nouvelle. 11 années entières où tu m'as traitée comme une morte et enterrée. Et maintenant, tu reviens uniquement parce que tu as des problèmes d'argent ?
Il a ouvert la bouche pour protester, pour se défendre, mais je n'avais pas terminé. « Tu n'es pas revenu pour moi. Tu n'es pas revenu parce que tu pensais à ta vieille mère qui vieillissait seule. Tu es revenu exclusivement pour mon argent. Il y a une énorme différence, une différence fondamentale. » Elora a alors craché ces mots avec un venin pur, abandonnant toute prétention de gentillesse. « Tu es juste une vieille femme égoïste et amère. Maxence a complètement raison sur toi. Tu mérites de finir toute seule, abandonnée par tout le monde. C'est exactement ce qui va t'arriver. » Ces mots auraient dû me blesser profondément. Il y a quelques semaines à peine, il l'aurait certainement fait. Il m'aurait transpercé comme des couteaux. Mais maintenant, après tout ce que j'avais vu, après tout ce que j'avais compris de leur véritable nature, ils glissaient simplement sur moi comme l'eau sur le marbre poli. Maxence est sorti en claquant violemment la porte d'entrée, faisant trembler les cadres accrochés au mur. Elora l'a suivi rapidement, me lançant un dernier regard chargé de mépris et de haine avant de disparaître dans la cage d'escalier. J'ai entendu leurs pas furieux descendre les marches, leur voix en colère résonner dans l'immeuble, puis le silence est revenu. Je suis restée seule dans mon salon, immobile dans mon fauteuil, écoutant le silence retrouvé s'installer progressivement comme un baume. Et pour la première fois depuis leur arrivée fracassante, j'ai senti un énorme poids se soulever lentement de ma poitrine. Je pouvais enfin respirer normalement. Mais cette nuit-là, vers 3 heures du matin, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'inattendu que je n'avais absolument pas prévu. Quelque chose qui allait tout changer et remettre en question chacune de mes certitudes. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillée par des voix dans le salon. Des voix étouffées, mais urgentes. Je me suis levée sans bruit et je me suis approchée de la porte de ma chambre, entr'ouverte. Maxence et Elora parlaient. Ils ne savaient pas que je les entendais. « Elle ne cédera jamais », disait Elora. « Il faut trouver autre chose. » Maxence marchait de long en large. Je reconnaissais le craquement du parquet sous ses pas. « Quoi, Elora ? Quoi d'autre ? On ne peut pas la forcer. » Il y a eu un silence. Puis Elora a dit, d'une voix glaciale, « Il existe des moyens légaux, si on prouve qu'elle n'est plus capable de gérer son argent. » Mon sang s'est figé. Ils envisageaient de me faire déclarer incapable, de me mettre sous tutelle, pour prendre le contrôle de tout ce que j'avais construit. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Maxence a répondu, hésitant. « C'est extrême, non ?» Elora a ri, un rire sec et calculateur. « Extrême ? Elle a 66 ans. Elle vit seule. Elle parle toute seule parfois. Ce ne serait pas difficile de convaincre un médecin. » Je suis retournée dans ma chambre, le cœur battant. J'ai attendu que le silence revienne, puis j'ai allumé ma lampe de chevet et j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à Aimé Kerboul. « Rendez-vous urgent demain matin, 8 heures. C'est grave. » Il a répondu immédiatement. « Je serai là. » Le lendemain, je suis partie avant qu'il ne se réveille. J'ai laissé un mot sur la table. Sortie pour course. Rien de plus. Dans le bureau d'Aimé, je lui ai tout raconté, ce que j'avais entendu, ce qu'il planifiait. Il m'a écouté avec attention, prenant des notes. Quand j'ai terminé, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. « Odette, ils ne peuvent rien faire sans preuves solides, mais il faut nous protéger, maintenant. » Il a sorti plusieurs documents de son classeur. « J'ai préparé quelque chose après votre visite de l'autre jour. Une donation entre vifs. Tout votre patrimoine sera transféré à une fondation que vous contrôlez. Ils ne pourront rien toucher, même avec une tutelle, même avec un jugement. J'ai signé chaque page. Ma main ne tremblait pas. Aimé a fait certifier les documents immédiatement. Quand je suis sortie de son bureau, j'étais légalement protégée. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Maxence et Elora ne renonceraient pas si facilement. En rentrant chez moi, j'ai trouvé l'appartement vide. Un mot sur le comptoir. Parti voir des amis. Retour ce soir. Je me suis préparé un thé et je me suis assise près de la fenêtre. Le port était calme. Les mouettes tournoyaient au-dessus de l'eau. J'ai pensé à ma vie, à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que j'avais gagné. Et j'ai compris que ce moment était inévitable. Que Maxence et moi avions pris des chemins différents il y a longtemps et qu'il n'y avait plus de retour possible. Le soir,
ils sont rentrés avec des sacs de courses. Et Laura a préparé le dîner, un geste qui aurait pu sembler gentil si je n'avais pas su ce qu'elle mijotait vraiment. Maxence était inhabituel, silencieux. Il me regardait parfois, comme s'il essayait de lire mes pensées. Pendant le repas, Laura a pris la parole. « Odette, nous avons réfléchi. Nous savons que nous avons été brusques. Nous voulons recommencer. Sur de bonnes bases. » Maxence a hoché la tête. « Maman, je sais que je t'ai fait du mal. Je veux réparer. » Ses yeux étaient sincères, ou du moins, ils essayaient de l'être. Mais moi, j'avais entendu leur conversation nocturne. Je connaissais leurs véritables intentions. Alors j'ai souri. Un sourire doux, maternel. « C'est gentil de votre part, ai-je dit. Vraiment. » Et Laura a semblé soulagée. Maxence aussi. Il pensait avoir gagné. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis leur arrivée, parce que je savais que j'avais repris le contrôle, que mes pièces étaient en place, et qu'il ne restait plus qu'à jouer la dernière partie. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Aimé. « Tout est finalisé, Odette. La fondation est active. Vous en êtes la présidente à vie. Personne ne peut vous retirer ça. » J'ai remercié et j'ai raccroché. Maxence est entré dans la cuisine à ce moment-là. « C'était qui ?» a-t-il demandé, trop intéressé. « Mon notaire », ai-je répondu simplement. Il a pâli. « Pourquoi tu parles à ton notaire ?» J'ai haussé les épaules. « Des formalités. Rien d'important. » Mais Maxence n'était pas stupide. Il a compris que quelque chose se passait. Il est sorti précipitamment, son téléphone à la main. J'ai entendu sa voix s'élever dans la cage d'escalier. Elle a fait quelque chose, j'en suis sûre, il faut vérifier. Et Laura est apparue, les yeux brillants de colère contenue. « Qu'est-ce que tu as fait, Odette ?» J'ai bu mon café tranquillement. J'ai protégé ce qui m'appartient. Elle a claqué sa main sur la table. « Tu n'as pas le droit. Cet argent doit revenir à Maxence. » J'ai levé les yeux vers elle. « Cet argent est à moi. Je l'ai gagné, seul, et j'en fais ce que je veux. » Maxence est revenu, le visage rouge. « Tu as créé une fondation ? Tu as tout donné à une fondation ?» Il criait maintenant, perdant tout contrôle. « Comment tu as pu me faire ça ?» J'ai posé ma tasse. « Je ne t'ai rien fait, Maxence. Tu t'es fait ça toi-même, il y a 11 ans. » Il est resté figé, les mots coincés dans sa gorge. Et Laura a attrapé son bras. « On ne va pas rester ici, on s'en va, maintenant. » Maxence m'a regardé une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu de la colère, de la déception, et peut-être, juste peut-être, une lueur de regret. Ils ont fait leur valise en 20 minutes, et Laura jetait les vêtements rageusement dans les sacs. Maxence ne disait rien. Quand ils sont passés devant moi pour partir, j'ai dit « Maxence ». Il s'est arrêté sans se retourner. « Je t'ai aimé, toute ta vie, mais tu as choisi de partir, et maintenant tu dois vivre avec ce choix. » Il est sorti sans un mot. Et Laura a claqué la porte derrière eux, et je suis restée seule. Enfin seule, vraiment seule. Mais cette fois, ce n'était pas une solitude imposée. C'était une solitude choisie. 15 jours après leur départ brutal, j'ai reçu une lettre. Pas un email impersonnel, pas un message texto laconique. Une vraie lettre traditionnelle, écrite à la main sur du papier de qualité, postée depuis Paris avec un timbre soigneusement collé dans le coin supérieur droit. L'enveloppe portait mon nom et mon adresse tracés dans cette écriture que je reconnaîtrais entre mille, celle de Maxence. Cette écriture légèrement penchée vers la droite, qu'il avait développée à l'école primaire et qui n'avait jamais vraiment changé depuis. J'ai tenu cette enveloppe dans mes mains pendant très longtemps, assise près de la fenêtre de mon salon, regardant le port s'animer sous le soleil matinal. Les bateaux entraient et sortaient avec leur balai quotidien. Les touristes commençaient à se promener le long des quais. La vie continuait, imperturbable, indifférente à mes questionnements intérieurs. J'ai hésité durant des heures avant de l'ouvrir. Une partie importante de moi voulait la jeter directement à la poubelle sans même briser le cachet. Après tout ce qui s'était passé, après toutes les paroles blessantes et les manipulations éhontées, pourquoi devrais-je accorder ne serait-ce qu'une minute de mon attention à ce qu'il avait à dire ? Pourquoi devrais-je lui offrir cette possibilité de se justifier une fois de plus ? Mais une autre partie de moi,
cette partie tenace et irrationnelle qui se souvenait encore du petit garçon aux cheveux bouclés qui s'endormait paisiblement dans mes bras en suçant son pouce, qui me rapportait des coquillages trouvés sur la plage de Deauville, qui pleurait dans mes jupes quand il avait fait un cauchemar, ne pouvait pas simplement jeter cette lettre sans la lire. Cette partie de moi avait besoin de savoir ce qu'elle contenait. Finalement, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient dans mon appartement silencieux, j'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, déchirant le papier lentement, comme si le geste lui-même avait une importance capitale. J'ai déplié les 2 feuillets couverts de l'écriture serrée de Maxence et j'ai commencé à lire. « Maman, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ce que j'ai fait. Je ne m'y attends vraiment pas. Pour être complètement honnête avec toi, je ne me pardonne pas moi-même. Comment pourrais-je ? J'ai détruit systématiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Toutes ces années de complicité, de confiance, d'amour maternel inconditionnel. J'ai tout piétiné par orgueil démesuré, par bêtise monumentale, par pure lâcheté. Elora est partie il y a 1 semaine. Elle a trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un avec beaucoup plus d'argent que moi, quelqu'un qui peut lui offrir le train de vie luxueux qu'elle exigeait constamment. Elle m'a quitté par message texte sans même avoir le courage de me le dire en face. Ironique, n'est-ce pas ? Moi qui t'ai abandonné sans ménagement, je me retrouve maintenant abandonnée de la même manière brutale. Je suis complètement seule maintenant, vraiment seule. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je comprends véritablement ce que tu as vécu pendant ces 11 longues années. Cette solitude écrasante qui te ronge de l'intérieur. Ce silence assourdissant qui crie dans ta tête à toute heure du jour et de la nuit. Ce vide immense qui ne se remplit jamais, quoi que tu fasses pour l'oublier. Je comprends maintenant la douleur que j'ai causée. Je comprends l'ampleur de ma trahison. Et je comprends aussi que je n'ai aucun droit, absolument aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je ne te demande pas de me reprendre dans ta vie. Je ne te demande pas ton pardon que je ne mérite pas. Je ne te demande pas ton argent que je n'ai jamais mérité. Je ne te demande rien du tout. Je voulais simplement que tu saches que j'ai enfin compris. Trop tard, beaucoup trop tard, mais j'ai compris. Ton fils qui ne mérite pas de porter ce titre, Maxence. J'ai relu cette lettre 3 fois de suite, chaque mot résonnant en moi avec une force différente à chaque lecture. La première fois, j'ai ressenti de la colère. La deuxième fois, une tristesse profonde m'a envahi. La troisième fois, quelque chose de plus complexe a émergé. Un mélange de compassion, de déception et peut-être, juste peut-être, une minuscule lueur d'espoir. J'ai pensé longuement à tout ce qui s'était passé entre nous. À la douleur aiguë de l'abandon, à la trahison cuisante, à la colère qui m'avait habité pendant des années. Mais j'ai aussi pensé à l'amour. À cet amour maternel étrange et puissant qui ne meurt jamais complètement, même quand on voudrait désespérément qu'il disparaisse pour ne plus souffrir. Cet amour qui survit à tout, même aux pires trahisons. Le soir même, épuisée par ces réflexions qui tournaient en boucle dans ma tête, j'ai appelé Geneviève. Elle a décroché immédiatement, comme si elle attendait mon appel. « Il t'a écrit ?» a-t-elle demandé sans préambule, avec cette intuition troublante qu'ont les vrais amis. « Et maintenant, tu te demandes si tu vas répondre ?» J'ai regardé longuement par la fenêtre. Le ciel était devenu gris ardoise, chargé de nuages lourds qui promettaient de la pluie. Les mouettes tournoyaient en criant, pressentant la tempête à venir. Je ne sais pas encore, Geneviève. Je suis complètement perdue. Une partie de moi veut déchirer cette lettre et l'oublier. L'autre partie est celle d'une mère, a complété Geneviève doucement. Écoute, Odette, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Tu as protégé ta vie, ta dignité, ton héritage. Personne ne peut te reprocher ça. Mais maintenant, tu dois décider si tu veux laisser une porte ouverte, même toute petite, même symbolique. C'est ton choix et personne d'autre ne peut le faire à ta place. J'ai passé toute la nuit éveillée à réfléchir, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières du port clignoter dans l'obscurité. Je pesais chaque mot de sa lettre, chaque sentiment contradictoire dans mon cœur, chaque possible conséquence de mes actions futures. Le sommeil me fuyait complètement. Au petit matin,
Alors que les premiers rayons de soleil perçaient timidement à travers les nuages, j'ai pris ma plus belle papeterie, celle que je réservais pour les occasions vraiment importantes, celle avec le papier épais couleur crème et mon monogramme gravé en relief. Et j'ai commencé à écrire. Maxence, j'ai reçu ta lettre ce matin. Je l'ai lue plusieurs fois, essayant de comprendre chaque mot, chaque nuance de ce que tu essayais de me dire. Je ne peux pas effacer ces 11 années d'absence et de silence. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était jamais passé, comme si ces années de solitude et de souffrance n'existaient pas. Elles existent. Elles font partie de moi maintenant, gravées dans ma chair et dans mon âme. Ce sont des cicatrices profondes qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais je peux reconnaître et apprécier le courage qu'il t'a fallu pour m'écrire cette lettre, pour reconnaître ouvertement tes erreurs sans chercher à les minimiser ou à te justifier, pour admettre la douleur que tu as causée. C'est un début. Pas un pardon immédiat, pas une réconciliation magique. Juste un tout petit début fragile. Si tu veux vraiment, sincèrement, reconstruire quelque chose entre nous, il faudra du temps, beaucoup de temps, énormément de patience. Et surtout, il faudra des actes concrets, pas seulement de belles paroles écrites dans un moment de solitude. Je serai à Honfleur. Je suis toujours à Honfleur. Si un jour tu veux venir boire un café avec moi, sans arrière-pensée, sans calcul, tu sais exactement où me trouver. Sans Elora, sans attente démesurée. Juste toi et moi, comme avant, mais différemment, maman. J'ai posté cette lettre le jour même, marchant jusqu'à la poste principale avec l'enveloppe serrée contre ma poitrine. En la glissant dans la boîte aux lettres, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Je ne savais absolument pas s'il répondrait. Je ne savais pas s'il viendrait. Mais j'avais fait ma part, accompli ce que ma conscience me dictait de faire. Le reste dépendait entièrement de lui, de ses choix, de sa volonté réelle de changer. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Je suis retournée à ma routine habituelle, le café noir à 6 heures précises, la lecture du journal sur la terrasse, les promenades quotidiennes le long du port, les parties de bridge le jeudi avec mes amis du club. La vie reprenait son cours normal, comme un fleuve qui retrouve son lit après une crue. 3 semaines plus tard, un samedi matin ensoleillé, où le port brillait sous une lumière dorée magnifique, la sonnette a retenti. Cette fois, mon cœur n'a pas bondi de peur ou d'appréhension. J'ai ressenti quelque chose de différent, une curiosité mêlée d'espoir prudent. Je n'ai pas hésité. J'ai traversé le salon d'un pas décidé et j'ai ouvert la porte immédiatement. Maxence se tenait là, seul cette fois, vraiment seul. Il avait coupé sa barbe négligée et paraissait plus jeune, plus proche de l'homme que j'avais connu autrefois. Il tenait dans ses mains tremblantes un petit bouquet modeste de marguerites blanches. Mes fleurs préférées depuis toujours, celles que son père m'offrait chaque printemps sans exception, celles qui poussaient dans notre jardin quand Maxence était enfant. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé d'une voix hésitante qui tremblait légèrement. « Juste pour quelques minutes, je ne veux pas abuser de ton temps. » J'ai ouvert la porte en grand, un geste simple mais chargé de sens. Il est entré très lentement, avec précaution, regardant autour de lui, comme s'il redécouvrait les lieux pour la toute première fois. Comme s'il voyait vraiment l'appartement, au-delà des évaluations financières et des calculs mercantiles. « Je ne vais pas rester longtemps, » a-t-il répété, manifestement nerveux. « Je voulais simplement te voir, te parler, te remercier d'avoir répondu à ma lettre. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai préparé du café dans ma vieille cafetière italienne, ce rituel familier qui m'apaisait toujours. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, celle-là même où nous avions partagé tant de petits déjeuners quand il était enfant, quand il me racontait ses rêves et ses peurs avec cette confiance absolue des enfants qui croient que leurs parents peuvent tout résoudre. Nous avons parlé pendant des heures. Pas de reproches amers, pas de justifications interminables. Juste des mots simples et honnêtes. Il m'a raconté avec une franchise douloureuse ses erreurs répétées, ses dettes accumulées qui le maintenaient prisonnier d'un cercle vicieux, sa rupture brutale avec Elora qui l'avait laissé complètement démuni émotionnellement et financièrement. Je l'ai écouté attentivement sans l'interrompre une seule fois,
le laissant vider son sac, exprimer tout ce qu'il avait gardé pour lui. Et quand il a finalement terminé, épuisé par cet aveu cathartique, je lui ai raconté à mon tour mes 11 années de solitude. Les Noëls silencieux, où je mettais la table pour 2 par habitude, avant de réaliser que je mangerais seul. Les anniversaires solitaires, où j'espérais secrètement un appel qui ne venait jamais. Les moments de détresse, où j'aurais tant voulu pouvoir appeler mon fils. Les nuits d'insomnie, où je me demandais ce que j'avais fait de mal pour mériter cet abandon. « Je suis profondément désolé, maman », a-t-il murmuré, et cette fois, chaque syllabe portait le poids d'une sincérité évidente. Ses yeux se sont remplis de larmes qui ont coulé librement sur ses joues sans qu'il cherche à les essuyer. « Je suis tellement désolé. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je ne peux pas rembobiner le temps. Mais je veux vraiment essayer de faire mieux. Si tu acceptes de me laisser cette chance infime. » J'ai tendu ma main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Elle était froide, tremblante, marquée par l'anxiété. « Maxence, écoute-moi bien. Je ne peux pas te reprendre dans ma vie exactement comme avant. Trop de choses ont changé. Trop de blessures ont été infligées. Mais je peux te laisser une petite place. Fragile. Conditionnelle. À condition absolue que tu la respectes et que tu prouves par tes actes que tu as vraiment changé. » Il a hoché vigoureusement la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étreignait. Des larmes continuèrent de couler silencieusement sur son visage. Ce jour-là, nous n'avons évidemment pas tout réglé d'un coup de baguette magique. Nous n'avons pas effacé miraculeusement la douleur accumulée pendant plus d'1 décennie. Mais nous avons accompli quelque chose d'infiniment précieux. Nous avons fait un premier pas hésitant sur un chemin long, difficile et incertain qui s'ouvrait devant nous. Maxence est reparti en fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait lentement sur le port. Avant de franchir le seuil de la porte, il s'est retourné une dernière fois vers moi. « Merci maman. Merci infiniment pour cette chance inespérée que tu m'offres. » J'ai souri doucement. « Ne me remercie pas avec des mots, Maxence. Prouve-le par des actes. C'est tout ce que je demande. » Il a acquiescé gravement et il est parti, descendant lentement les escaliers. Les semaines suivantes ont apporté un changement subtil, mais réel. Maxence m'a appelé régulièrement. Pas tous les jours, ce qui aurait été suspect et probablement artificiel, mais plusieurs fois par semaine. De petits appels sans prétention, de courtes conversations qui ne cherchaient pas à impressionner. Il me racontait sa vie quotidienne à Paris, ses efforts constants pour redresser progressivement sa situation catastrophique, les petits boulots qu'il enchaînait pour rembourser ses dettes. Je l'écoutais avec attention, l'encourageais parfois quand il traversait des moments particulièrement difficiles, sans faire de promesses irréalistes, sans nourrir d'illusions dangereuses. C'était une reconstruction lente, pierre par pierre, sans garantie de succès. 1 mois plus tard, il est revenu à Honfleur. Cette fois, il m'a apporté un gâteau aux pommes qu'il avait confectionné lui-même dans sa minuscule cuisine parisienne. « Il est complètement raté », a-t-il dit en riant avec une autodérision touchante. « Il est trop sec, probablement trop sucré aussi. Mais c'est le geste qui compte, non ?» Nous l'avons mangé ensemble dans la cuisine, accompagné de café noir bien fort. Et même s'il était effectivement sec et beaucoup trop sucré, même si la texture laissait franchement à désirer, c'était le meilleur gâteau que j'avais goûté depuis très très longtemps. Parce qu'il était fait avec amour. Parce qu'il représentait un effort sincère. Au fil des mois qui s'écoulaient doucement, Maxence est progressivement devenu une présence régulière, mais non envahissante dans ma vie. Pas étouffante, pas exigeante, juste présente. Il venait généralement le dimanche, notre jour qui est devenu une sorte de rituel sacré. Nous nous promenions tranquillement le long du port, parlions de tout et de rien, sans forcer la conversation. Il me demandait parfois conseil pour son travail, ses projets modestes. Je lui parlais de mes activités avec la fondation que j'avais créée. Un dimanche particulièrement beau, en regardant les voiliers glisser gracieusement sur l'eau scintillante, il m'a confié « Tu sais, maman, tu avais complètement raison depuis le début. L'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Je l'ai appris à mes dépens, de la manière la plus douloureuse possible. » J'ai souri, touché par cette prise de conscience tardive mais authentique. « Et qu'est-ce qui fait le bonheur alors, d'après toi ?»
Il a réfléchi longuement, observant les mouettes qui tournoyaient au-dessus de nos têtes, puis a répondu simplement « Les marguerites blanches, le café noir le matin, les promenades sur le port un dimanche ensoleillé. Toi. » Cette réponse d'une simplicité désarmante m'a ému beaucoup plus profondément que n'importe quelle déclaration grandiose ou poétique. Parce qu'elle était absolument sincère. Parce qu'elle venait directement du cœur, sans calcul ni artifice. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes dans mon appartement baigné de lumière matinale, Maxence et moi ne sommes évidemment pas ce que nous étions avant sa terrible trahison. Nous ne le serons jamais. Trop de blessures profondes, trop de silence accumulé, trop de souffrances endurées. Mais nous sommes devenus quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, certes fragile et imparfait, mais authentique et réel. Et pour la première fois depuis des années interminables, je peux regarder mon fils droit dans les yeux sans ressentir cette douleur aiguë et lancinante qui me transperçait la poitrine. Je peux le voir sans revivre immédiatement toute la souffrance de l'abandon. J'ai appris quelque chose de fondamental durant ces mois extraordinairement difficiles. J'ai appris que pardonner ne signifie absolument pas oublier. Que donner une seconde chance ne signifie pas effacer magiquement la première erreur comme si elle n'avait jamais existé. Mais que parfois, laisser consciemment une porte légèrement entr'ouverte permet à l'air frais de circuler à nouveau, permet à la vie de reprendre timidement ses droits. Ma fondation aide aujourd'hui concrètement des dizaines de personnes âgées isolées dans toute la Normandie. Des femmes exactement comme moi qui ont été abandonnées, oubliées, rejetées par leurs propres enfants. Je leur apporte ce que j'aurais tant voulu recevoir durant mes années de solitude, du soutien moral et financier, de la dignité restaurée, une voix qui porte leurs revendications. Chaque fois que j'aide quelqu'un à retrouver sa dignité, je pense inévitablement à ces 11 années terribles de solitude absolue. Et je me dis que, finalement, elles n'auront pas été complètement vaines si elles peuvent servir à alléger la souffrance d'autres personnes. Maxence travaille maintenant honnêtement dans un petit café artisanal du Marais à Paris. Il gagne modestement, sans luxe ni extravagance, mais il gagne cet argent honnêtement, avec ses propres efforts. Il m'envoie régulièrement des photos de ses créations pâtissières sur son téléphone. Elles sont encore souvent ratées, avec des défauts visibles, mais elles s'améliorent constamment et progressivement. Comme lui, comme nous, comme cette relation que nous reconstruisons patiemment. Il y a quelques jours à peine, il m'a envoyé un message qui m'a fait sourire. « Maman, j'ai enfin réussi une tarte aux pommes parfaite. Elle est vraiment réussie cette fois, je te le promets. Je te la garde précieusement pour dimanche prochain. » J'ai souri largement en lisant ces mots simples, parce que le dimanche, c'est devenu notre jour sacré, notre rituel inviolable, notre reconstruction patiente et méthodique. Alors oui, mon fils unique a complètement disparu pendant 11 longues années. Oui, il est revenu brutalement dans ma vie quand il a découvert que j'étais devenue riche. Oui, j'ai dû prendre des décisions extrêmement difficiles et douloureuses pour protéger ce que j'avais construit avec tant de sacrifices. Mais aujourd'hui, en regardant paisiblement le port de Honfleur depuis ma fenêtre favorite, une tasse de café fumant à la main et mon téléphone posé près de moi au cas où Maxence appellerait, je me dis avec une certaine sérénité que j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai protégé farouchement ma dignité contre ceux qui voulaient la piétiner. J'ai catégoriquement refusé d'être une victime passive. Et j'ai consciemment laissé la porte légèrement entr'ouverte, pas grande ouverte naïvement, juste prudemment entr'ouverte, pour que l'amour authentique, s'il est vraiment vrai et sincère, puisse éventuellement trouver son chemin de retour. Parce qu'à la fin, ce n'est jamais l'argent qui nous définit réellement. Ce ne sont pas nos erreurs passées, ni même nos pardons généreux. Ce sont les choix courageux que nous faisons quand absolument tout semble perdu et désespéré. Et le courage extraordinaire de croire que, parfois, malgré tout, il n'est jamais vraiment trop tard pour recommencer et construire quelque chose de meilleur. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je pose cette question non pas pour obtenir une réponse toute faite, mais parce que je sais, je le sens profondément, que certaines d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont peut-être vécu quelque chose de similaire, ou craignent de le vivre un jour.
Cette douleur de l'abandon familial, cette trahison qui vient de ceux qu'on a mis au monde, ce silence qui dure des années et qui pèse comme une pierre sur le cœur. Pendant 11 ans, j'ai cru que ma vie s'était arrêtée, que je n'étais plus qu'une vieille femme oubliée dans un appartement face au port. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. La dignité ne se négocie jamais. Jamais. Même quand celui qui frappe à votre porte porte votre nom de famille. Même quand tout en vous crie de céder, de pardonner sans condition, de tout oublier pour retrouver ce qui a été perdu. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision. Parfois, la nuit, je me demande si j'ai été trop dure, trop inflexible, trop froide. Mais au matin, quand je bois mon café en regardant les bateaux partir vers la mer, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour survivre, pour me respecter, pour ne pas disparaître complètement. Alors je vous le demande sincèrement, auriez-vous fermé cette porte définitivement? Ou auriez-vous fait comme moi, en la laissant juste un peu entr'ouverte, pour voir si l'amour véritable pouvait encore trouver son chemin? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que votre vérité, votre histoire, votre douleur ou votre espoir. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché quelque chose de profond que vous pensiez avoir enfoui, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. De quelle ville, de quel pays vous venez. Parce que savoir que vous êtes là, quelque part, à partager ce moment avec moi, cela change tout. Cela transforme ma solitude en une communauté silencieuse mais puissante de femmes qui comprennent. Racontez-moi votre propre expérience si vous en avez la force. Pas obligatoirement tous les détails, juste ce que vous ressentez. Parce que vos mots ont un poids. Ils comptent. Ils peuvent aider une autre femme qui traverse exactement la même épreuve en ce moment même, quelque part, en train de se demander si elle a le droit de protéger ce qu'elle a construit. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage devrait entendre cette histoire, une amie, une sœur, une voisine qui traverse une situation similaire, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul change absolument tout. Parfois, une histoire peut donner la force qu'on croyait avoir perdue. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez entendre d'autres récits comme celui-ci. Des histoires vraies de femmes qui ont dû choisir entre leur cœur et leur dignité. Des histoires qui ne finissent pas toujours bien, mais qui finissent toujours honnêtement. Parce que la vie réelle n'est pas un conte de fées, et je refuse de vous mentir en prétendant le contraire. Nous sommes des milliers ici, peut-être même des dizaines de milliers, à avoir survécu à l'abandon, à la trahison familiale, à cette solitude qui vous dévore de l'intérieur. Et ensemble, même séparés par des kilomètres et des écrans, nous formons quelque chose de plus grand que nos douleurs individuelles. Nous formons une communauté de survivantes. Alors dites-moi, qu'avez-vous ressenti en écoutant mon histoire? Qu'auriez-vous fait différemment? Ou exactement pareil? Vos réponses m'importent énormément, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, parce qu'elles me rappellent que je ne suis pas seule, que nous ne sommes pas seuls. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, merci d'exister, tout simplement, et n'oubliez jamais, votre dignité vaut tous les trésors du monde. Ne laissez personne vous la voler, personne. Laissez votre commentaire maintenant. Je lirai chacun d'entre eux, je vous le promets.